Des stars en Ligue 1, c'est vrai qu'actuellement, avec la dimension qu'a pris le PSG, on en voit assez souvent. Il fut un temps où le phénomène était tout de même plus rare, même si le championnat de France pouvait paraître attractif par le biais du PSG dans les années 90 ou de l'OM, voire de Monaco. On est déjà revenu dans 2 vidéos précédentes sur 20 stars qu'on joue en Ligue 1, et aujourd'hui nous allons en parler de 10 autres. Bienvenue en tout cas pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. Moi de mon côté, tout va pour le mieux, même si on sort d'un 3-0 contre Marseille. On s'habitue un peu à la défaite, on va pas se mentir. Ravi de vous retrouver en tout cas pour l'épisode 3 de cette série. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait d'épisode sur cette série, donc on reprend les bonnes pratiques. Si le contenu vous plaît, vous connaissez la chanson maintenant, n'hésitez pas à liker, c'est très important pour le référencement. Abonnez-vous également pour pas louper les prochains épisodes. On arrive proche des 14 000 abonnés, donc merci beaucoup. Donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est vraiment très important. Merci beaucoup à ceux qui le feront. Et c'est parti, on va donc tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Quand j'ai lancé cette série, je m'étais dit que je ne parlerais pas des stars du PSG car il y en a eu énormément, mais finalement j'ai un peu changé d'avis, même si je vais pas toutes les évoquer, mais c'est un bon prétexte pour parler du géant suédois Zlatan Ibrahimovic. Bon, pas besoin de le présenter, il commence à Malmö avant de rejoindre l'Ajax en 2001, il a failli passer par Arsenal, on en avait parlé dans une vidéo il y a quelques mois, il reste jusqu'en 2004 du côté de la capitale néerlandaise avant de rejoindre la Juve, puis l'Inter. Direction l'Espagne en 2009, où il fera une saison au Barça. Et d'ailleurs, j'ai entendu Alex en parler dans sa dernière vidéo et je le rejoins totalement. On peut pas parler de franche réussite du côté de la Catalogne pour Zlatan, mais c'est loin d'être un flop à mon sens. Il avait quand même marqué plus de 20 buts et c'était plus un problème tactique que Zlatan qui avait été un vrai flop à mon sens. 2 ans à l'AC Milan après, en 2012, il arrive donc du côté de la capitale française. Le PSG est racheté depuis 1 an par le Qatar. Et après une victoire de Montpellier en Ligue 1, le club décide de passer encore à la vitesse supérieure. Et la figure de proue de cette amélioration significative d'effectifs, c'est forcément l'arrivée de Zlatan. C'était vraiment un véritable événement son arrivée, avec cette présentation à côté de la Tour Eiffel. Puis c'est un vrai personnage avec toute son arrogance, son ego et également ses punchlines mythiques. Et on voit un peu l'arrivée de Zlatan, synonyme de passage au statut de grand club européen pour le PSG. Alors en Ligue des Champions, il y a eu des buts mythiques, mais c'est vrai que quand il fallait avoir le grand Zlatan et l'homme qui porte son équipe du côté des matchs d'élimination directe, il n'était pas toujours présent. Je trouve qu'on l'a peut-être trop rendu coupable des parcours du PSG en Ligue des Champions, et on a peut-être beaucoup trop attendu de lui en Ligue des Champions, alors que le passé lui montrait que c'était pas forcément dans cette compétition qu'il brillait le plus. Mais par contre, en Ligue 1, parce que c'est le thème de la vidéo, c'était franchement somptueux. Il ira jusqu'en 2016 où il est absolument énorme, avec des super buts, notamment celui contre Bastia. Vraiment, c'est un des meilleurs attaquants qu'on a vu dans notre Ligue 1. 122 matchs en Ligue 1, 113 buts, 44 passes décisives, des stats tout simplement bluffantes. Franchement, j'ai adoré le passage de Zlatan, même s'il y a le bémol pour beaucoup sur sa phrase sur la France qui est un pays d'eux. Il s'est excusé d'ailleurs après, je comprends que ça n'est pas plu aux gens. C'était pas forcément la phrase la plus inspirée de Zlatan, mais je pense qu'il faut pas rester sur ça pour qualifier Zlatan, ce sera assez dommage. Et Zlatan, c'est quand même 4 saisons en Ligue 1. 4 fois champion de France, 3 fois élu meilleur joueur en 2013, 2014 et 2016. Quand il finit, les 3 fois meilleur buteur d'ailleurs. La fois où il finit pas meilleur buteur, c'est la Lacazette en 2015, et il finit meilleur joueur, donc de ce fait. Et la dernière saison de Zlatan, c'était la 2015-2016, où il marque 38 buts en Ligue 1. C'est absolument énorme. Vraiment des souvenirs excellents de Zlatan au PSG en Ligue 1, et j'avoue être assez fan du personnage de mon côté. J'aime bien ce genre de personne, même si l'ego peut agacer, je comprends totalement que ça plaise pas à tout le monde, que ce soit assez clivant, mais moi j'adorais ce qu'il faisait. Et en ce moment, je trouve qu'on a vraiment beaucoup trop de joueurs lisses, et ça faisait du bien d'avoir un Zlatan quand même dans notre Ligue 1. On va descendre en termes de standing. Après, des joueurs du standing de Zlatan, c'est tout de même assez rare. Mais un joueur qui a joué 2 saisons en Ligue 1, les 2 à Saint-Etienne, et on va parler de ce bon vieux Freddy Guarín. Quand il arrive, il n'est pas vraiment connu, c'est un joueur colombien qui joue au milieu de terrain, prêté à Boca Juniors en 2004, où malheureusement, il a pas forcément eu beaucoup de temps de jeu, même s'il y a eu une véritable preuve de son potentiel, mais il n'a pas su s'imposer dans l'effectif argentin, et il ne veut pas retourner non plus du côté de la Colombie, donc il va décider de quitter, et c'est là où il va se retrouver à Saint-Etienne, donc en France, où il va donc partir du continent sud-américain, et l'émissaire qui va le scouter,
Eh ben, c'est un certain Omar Da Fonseca. Pareil, là, c'est les épaules, voilà, tout en fermant. Il arrive donc en prêt avec une option d'achat à 500 000 euros et il va être plutôt convaincant. Il va notamment profiter des forfaits de Julien Sablé et Christophe Landrin pour avoir du temps de jeu dans l'entrejeu stéphanois. L'option d'achat est levée, il va rester un an de plus du côté du Forez avant de refaire ses valises et partir du côté du FC Porto. Il va partir pour 1 million plus le prêt d'un certain Paulo Machado qu'on verra par la suite du côté du TFC. Et c'est là où il va vraiment briller aux yeux des spectateurs, il va vraiment être énorme avec une belle frappe de mule. Le Colombien va rester 4 ans du côté du Portugal avant de faire 4 ans à l'Inter, où il a également marqué de son empreinte avant de rejoindre, pour mettre la daronne à l'abri, Shanghai. Puis un retour sur le continent sud-américain à Vasco de Gama, avant de finir au pays, au Millonarios. J'ai l'impression, dites-moi en commentaire, je veux bien votre ressenti car étant lyonnais, j'ai pas forcément la plus belle analyse sur les joueurs passant à Saint-Etienne, mais j'ai l'impression que c'était un bon joueur, mais on n'aurait pas imaginé qu'il ait cette carrière, surtout en Lombardie où il a vraiment été énorme. Après vraiment dites-moi, hein, je suis toujours preneur des retours des supporters, mais j'ai l'impression qu'à Saint-Etienne il était bon, mais vraiment on n'aurait pas imaginé qu'il ait cette carrière-là après. On va partir du côté de l'OM pour le troisième joueur, pour un joueur qui était vraiment un super joueur, même si du côté de l'OM, j'ai l'impression que c'était quand même assez irrégulier, même s'il y a eu quelques fulgurances. On va parler de Bolo Zelden. Alors on va pas revenir sur le fait qu'il est sorti avec une ex-chroniqueuse de Touche pas mon poste, qu'il a quitté pour Jean-Philippe Sabot, mais on va plutôt revenir sur le fait que ce joueur, il était franchement vraiment plutôt fort. Joueur qui évolue sur l'aile gauche, formé au PSV, où il commencera en pro en 1994, avant de partir du côté de la Catalogne en 1998. Sauf que là-bas, il sera barré par Marc Overmars. Mais il va réussir à avoir du temps de jeu quand même, il va accepter de descendre au poste de latéral gauche, où il sera vraiment bon, et il deviendra donc titulaire à ce poste. Il va ensuite faire 2 ans à Chelsea, 2 ans à Middlesbrough, et 2 ans à Liverpool, et en 2007, il va rester 2 ans, oui, 2 ans à nouveau, hein, il aimait bien rester que 2 ans, du côté de l'OM. Les débuts étaient vraiment compliqués pour Bolo Zenden, comme l'équipe d'ailleurs, hein, qui jouait plutôt le bas de classement, mais le départ d'Albert Raymond et l'arrivée d'Eric Guéretz va faire le plus grand bien à l'équipe, et forcément à Bolo Zelden, et la deuxième saison sera donc bien meilleure pour lui. Sauf que, malgré la prolongation de contrat proposée avec l'arrivée d'Didier Deschamps, il va la refuser, il va donc finir sa carrière à nouveau en Angleterre, à Sunderland. C'était vraiment un joueur soyeux, c'était assez compliqué pour lui, notamment d'un point de vue d'intégration, mais beaucoup ont loué son exemplarité et son professionnalisme du côté de la Canebière, mais on pouvait s'attendre à mieux tout de même, car footballistiquement, franchement, c'était quand même un monstre, et à Marseille, il était peut-être un peu en fin de parcours, donc il n'a pas apporté tout ce qu'il aurait pu apporter, même si encore une fois, il y a eu des vraies fulgurances pour lui. On va évoquer un joueur pétri de talent pour ce 4e chapitre de la vidéo, un joueur brésilien qui lui est arrivé à Bordeaux, c'est Denilson. On en avait parlé sur la vidéo sur les pires brésiliens, je sais que beaucoup n'avaient pas été d'accord avec moi qu'il soit dans cette vidéo, mais l'attente autour de Denilson était tout de même très élevée, et il n'a pas répondu forcément aux attentes, même si on a le droit tout de même à quelques fulgurances concernant le champion du monde 2002. On s'attend à ce qu'il apporte énormément, ce sera pas forcément le cas, sa carrière a tout de même été minée par des blessures, notamment du côté du Real Betis. Pourtant il avait vraiment beaucoup de talent, et même si du côté de Bordeaux il y aura eu des manquements sur certains matchs, on sentait quand même que c'était un joueur frisson, un joueur qui a des vraies qualités techniques, bien au-dessus de la moyenne, c'est pourquoi d'ailleurs Bordeaux veut le garder et lui propose de rester après sa saison 2005-2006. Mais lui va refuser et va partir du côté d'Al Nasser en Arabie Saoudite, et d'ailleurs il y a quelques mois il a avoué avoir regretté d'être parti du côté de Bordeaux, même s'il explique qu'on lui proposait 3 fois plus en salaire à bientôt 30 ans, avec un corps proche de le lâcher, donc en vrai on peut totalement comprendre qu'il veuille partir pour l'argent. On va maintenant partir du côté de l'OL, de mon OL, et on va parler du premier joueur que j'ai floqué derrière un de mes maillots, c'est le Norvégien John Carew. John Carew arrive également en 2005, après une année à Beşiktaş en Turquie, où ça s'était plutôt bien passé. Il a fait également de très bonnes saisons à Rosenborg, et également à Valence, où c'était pas forcément simple d'avoir une place dans les années 2000. Et il y a un prêt en Italie à la Roma où je vais être très honnête, j'ai pas forcément de super souvenirs de son passage là-bas. Peut-être que c'était bon, mais de mémoire il y avait trop de concurrence et c'était pas forcément fou. Donc il rejoint l'OL, et l'OL en 2005, franchement l'effectif il était assez stratosphérique. Quand on voit que maintenant on fait jouer à Coco en 6, voilà. Mais il manquait quelque chose dans l'effectif, c'était un vrai numéro 9, ça a toujours manqué durant les années 2000, pendant les 7 titres. Je trouve que, alors les premiers titres avec Anderson et tout ça, ça allait, même Louindola au début c'était quand même très prolifique. Mais après on a eu un enchaînement Fred qui était bon, mais c'était pas forcément extraordinaire. On avait eu Nilmar qui est arrivé plein de promesses, ça n'a pas été flamboyant. Barros, j'en parle même pas. Et John Carew, on pouvait quand même s'attendre à mieux.
Surtout que John Carew, premier match, c'est le trophée des champions contre Auxerre, il nous lâche un triplé, et là on se dit waouh, ok, bon très bien, il va mettre tout le monde d'accord. D'ailleurs c'est ce qui m'a fait acheter le maillot, enfin ma mère m'a acheté le maillot parce que j'avais 13 ans à l'époque. Et la première saison, elle est pas forcément mauvaise d'un point de vue statistique. Il marque quand même 16 buts en 47 matchs toutes compétitions confondues, même si bon, si on enlève les 3 du trophée des champions, il en reste que 13. Mais la deuxième saison, Gérard Rouillet va préférer mettre Fred devant, et en plus le géant norvégien est plutôt du genre à avoir des pépins physiques, donc il va même perdre sa place de doubleur de Fred, où il y a un petit Benzema qui est en train de taper au portillon, et ensuite donc il va quitter la France pour rebondir en Angleterre. Merci quand même à Carew pour cette talonnade contre le Real Madrid. Même si tu la rates et que tu la mets pas à Juninho, je peux te dire que tu aurais entendu parler du pays. D'ailleurs, Carew, il s'est reconverti par la suite, lui, en tant qu'acteur. Et aujourd'hui, aux dernières nouvelles, Carew, il est en prison, en fait, tout simplement. Il avait été condamné pour fraude fiscale pour 14 mois, ferme en novembre 2022, donc il devrait encore y être, sauf s'il a réussi à quitter la prison avant, j'avoue que j'ai pas réussi à trouver l'information. Bref, John Carew est devenu un peu le Balkany norvégien. Tout à l'heure, on a parlé de Freddy Guarín, et maintenant on va parler de son idole, c'est pour ça d'ailleurs qu'il portait le numéro 10 à Saint-Etienne, et cet idole c'est donc un Colombien et c'est Carlos Valderrama. Il arrive en 1988 du côté de l'Hérault, à Montpellier, après 7 ans en Colombie dans 3 clubs différents. Quand il arrive à Montpellier, il est déjà bien connu, au-delà de sa tignasse qui le rend très atypique et légendaire, mais il est sélectionné depuis 1985, Ballon d'or sud-américain en 1987. Montpellier a le vent en poupe, une belle attaque, et on se dit que pour viser l'Europe, avoir le Ballon d'or sud-américain 1987 va permettre à cette équipe de passer l'étape supérieure. Et l'entraîneur, Pierre Mosca, n'est pas forcément pour l'arrivée du Colombien, car il y a d'autres priorités pour renforcer l'effectif, notamment en attaque, car Roger Milla a 37 ans et il faut penser à le remplacer. Et au poste où pourrait jouer Valderrama, on a déjà des Laurent Blanc, Scala, Le Moult ou encore Bernardet, mais il va quand même venir pour un contrat tout de même assez élevé à l'époque, 13 000 francs sur 4 ans, ce qui est vraiment une belle somme. Et le fait que Mosca ne veuille pas de lui, Valderrama fait une première saison à Montpellier plus que mitigée. Mosca trouve le joueur très lent, après il y a une différence entre le football colombien et le football français, certes, mais en tout cas il trouve qu'il manque vraiment beaucoup d'impact. Et on peut presque dire que Mosca, même Nicolin le dira d'ailleurs, vu que Mosca ne le voulait pas, il avait l'impression que Valderrama avait tous les défauts du monde, donc un peu un manque de lucidité de la part de l'entraîneur. Et d'un point de vue privé, en plus, ça va rester assez compliqué pour lui et sa femme, donc forcément ça aide pas à avoir les meilleures conditions pour pouvoir briller au foot. Les 2 autres saisons après, surtout la 3e, va vraiment mieux se passer avant qu'il parte en 91 en Espagne, plus précisément à Valladolid. D'ailleurs lors de la 2e saison, donc celle juste avant 90, il va remporter la Coupe de France également en finale contre le Racing Matra. J'étais pas né, donc si vous avez des vrais ressentis sur ce qu'a fait Valderrama à Montpellier, je prends. Mais de ce que j'ai pu lire, c'était assez crescendo, et c'était pas non plus super flamboyant, même si encore une fois la dernière saison avait l'air d'aller mieux. On va parler d'un joueur qui a joué à l'OM, il a joué vraiment très peu de temps malheureusement, car il arrive en 93, et on connaît ensuite l'affaire VAOM. Ce joueur est très emblématique chez nos amis portugais, et c'est Paulo Futre. Pour les plus jeunes d'entre nous, Paulo Futre, c'est un ailier gauche qui était capable de jouer également milieu offensif ou second attaquant, qui a gagné la Coupe des clubs champions, l'ancêtre de la Ligue des champions avec Porto en 1987. Il finira d'ailleurs 2e du classement au Ballon d'Or cette année-là, à quelques points de Ruud Gullit. En 87, il part du côté de l'Atlético de Madrid, pendant 6 ans, où il est prêté 6 mois à Benfica, en fin de parcours chez l'école Chenero, et il fait du très bon travail à l'Atlético de Madrid. D'ailleurs, il est prêté à Benfica, mais avant il avait joué à Porto, et il avait également joué avant Porto au Sporting, donc pas mal pour l'amour du maillot, monsieur Futre. Et en 1993, il arrive donc du côté de la Canebière, et il va jouer que 8 matchs pour 2 buts et une passe décisive, avant que le club soit obligé de vendre sa star portugaise de novembre, où il partira du côté de l'Italie, à Regina plus précisément, et ça résonnera un peu avec la fin de sa carrière, car ce sera assez compliqué pour lui en Italie. L'AC Milan va quand même tout de même le recruter en 1995, où il sera champion d'Italie en fin de saison, mais il aura joué qu'un seul match en un an. Et après, fin de carrière un peu sans relief. C'est dommage pour Paulo Futre, qui était quand même vraiment, je pense, une légende de l'Atlético de Madrid et un joueur qui a marqué vraiment beaucoup les Portugais. Pour ce nouveau joueur, pour cette nouvelle star, on va parler d'un gardien, d'une légende, top 5 des gardiens du 21e siècle pour moi, on avait d'ailleurs fait une vidéo avec Compte de Foot. Un gardien qui a eu la chance de connaître la galette saucisse et Olivier Monterrubio, c'est Petr Cech. Il arrive en provenance du Sparta Prague pour à peu près 5 millions d'euros en 2002, où il était déjà un bon gardien réputé dans son pays, et il va rester 2 ans où il va être vraiment très bon. Alors je sais pas si on pouvait attendre qu'il ait un niveau aussi élevé à Chelsea après, même si bon il arrive jeune et forcément après il y a une progression constante en général chez les gardiens, mais à Rennes c'était déjà quand même très costaud.
Il n'avait pas encore le casque, car ce dernier est apparu à Chelsea suite à un terrible choc, mais il y a un homme qui a permis à Setch d'avoir une super carrière et de prendre vraiment confiance, et ben c'est Christophe Lolichon. C'était son entraîneur de gardien du côté du Stade Rennais, où il a énormément progressé sur 2 ans, et donc Petr Cech a fait en sorte que Christophe Lolichon arrive également du côté de Chelsea. Et c'est bien joué de la part de Petr Cech d'avoir fait ça, car clairement sa carrière, sans Lolichon, ce serait peut-être pas la même. D'ailleurs quand il arrive à Rennes, c'était pas forcément la meilleure période, avec les transferts très chers mais pas forcément prolifiques, les Lucas et consorts, et la première année, il va jouer le maintien, ils vont se sauver vers la fin, ils vont finir 15e à seulement 2 points du 18e. Et la deuxième saison sera bien meilleure pour Rennes, et Setch est un vrai partisan de cette renaissance rennaise, ce qui va lui ouvrir les portes donc de Chelsea, où il écrira sa légende. Il a commencé également à l'écrire à l'Euro 2004 avec la République tchèque, mais ouais, à Rennes c'était vraiment déjà très très bon. D'ailleurs Rennes va avoir un autre gardien juste derrière, un Suédois ce coup-ci, Isaacson, qui était lui aussi tout aussi bon. On va parler maintenant d'un attaquant, l'un des plus sous-estimés sur les 20 dernières années. Un attaquant qui, à mon sens, est mal perçu. J'ai l'impression qu'on le voit un peu comme un renard qui n'a plus qu'à pousser le ballon, alors qu'en vrai, il a une qualité technique bien au-dessus de la moyenne, qualité de contrôle vraiment très élevée également. C'est Dimitar Berbatov. Le Bulgare est arrivé le dernier jour du mercato hivernal 2014 à Monaco. Il avait brillé du côté de la Bundesliga, plus précisément à Leverkusen, à Tottenham, à United également et même à Fulham. Et il a 33 ans quand il arrive du côté de la Principauté. Son transfert se fait quand Falcao se blesse en Coupe de France et il fallait un attaquant donc il pense, à juste titre, à Dimitar Berbatov. Et le Bulgare, ça a vraiment été une belle réussite. Il a vraiment apporté beaucoup, 18 buts toutes compétitions confondues en 53 matchs, et honnêtement, malgré son âge avancé, il a plutôt régalé dans notre Ligue 1. Alors il courait pas forcément avec le club de la Principauté, et encore on a connu pire, et ça n'a jamais été le joueur qui a énormément couru. Mais vraiment un joueur qui était vraiment très soyeux, comme je l'ai dit, pour son toucher de balle, très bon dans les airs, sens du placement vraiment parfait. Enfin franchement, Berbatov, il a vraiment laissé beaucoup de bons souvenirs, je pense, aux supporters monégasques. Il va rester 18 mois avant de finir sa carrière tranquillement en Grèce et en Inde. On va finir par un néerlandais, j'espère que la vidéo en tout cas vous plaît jusque-là, et on va parler d'un joueur qui a joué à Rennes lui aussi, qui est passé par l'Ajax, Chelsea et Birmingham, et est arrivé en 2006 à Rennes, et c'est Mario Melchiot. Quand il arrive en Bretagne, il a 30 ans, et même s'il a fait qu'une saison, il a vraiment été séduisant durant son court périple. L'arrière-droit a joué 34 matchs, toutes compétitions confondues, et a rendu une copie vraiment bonne dans une équipe qui finira d'ailleurs 4ème de la Ligue 1. Le classement est super serré cette année-là, et Rennes ne finit pas 3ème à cause d'un but pris à la 92ème par le LOSC, par Nicolas Fauvert plus précisément. Cette équipe de Rennes avait vraiment un bel effectif, avec des Olivier Sorlin, il y avait également l'ancien Lensois Daniel Morera, un autre ancien Lensois, John Utaka, le futur Lyonnais Jimmy Briand, Stéphane Mbia ou encore Bruno Chéroux pour ne citer que, et Melchiot donc au poste d'arrière droit qui vient remplacer un Perrier Doumbé qui ne convainc pas forcément à ce poste. Il va marquer contre Lorient et également contre Nantes, donc rien de tel pour se mettre dans la poche les supporters rennais de marquer lors des 2 derbys. Et vraiment une constance déconcertante, une super saison de la part de l'international batave qui va de nouveau partir en Angleterre après s'être relancé du côté de la Bretagne où il ira à Wigan. J'espère que la vidéo vous aura plu, écoutez, moi toujours beaucoup de plaisir à faire ces vidéos. Il y aura un 4ème, un 5ème épisode et peut-être un 6ème. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle star vous a marqué et qui a joué en Ligue 1. Alors essayez de ne pas me dire les stars qui étaient dans les autres vidéos. Je vous mettrai d'ailleurs le lien en description de la playlist si vous voulez revoir les vidéos et que vous ne les avez pas vues, car les vidéos datent un peu et on avait quand même beaucoup moins d'abonnés à cette époque. Donc n'hésitez pas à les regarder si jamais ça vous intéresse. En tout cas, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve assez rapidement pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction alors vous regardez la vidéo et prenez soin de vous. Tchuss!